Bonjour à tous, nous continuons cette journée d'interview pour la 22e édition du Private Equity Exchange. La journée se termine, mais les débats sont toujours aussi intéressants et nous venons de terminer un panel sur le turnaround, le retournement, l'alignement des intérêts, la redynamisation d'un dossier et le rebond in fine. J'ai le plaisir d'accueillir deux des speakers qui étaient sur ce panel à mes côtés. À ma gauche, Éric Lefranc, chairman et fondateur de Renaissance Industries. Bonjour Éric. Bonjour Mathieu. Merci d'être avec nous. Nous nous connaissons depuis une dizaine d'années. Vous avez aujourd'hui une holding d'investissement qui prend des participations évidemment majoritaires, qui restructure et avec beaucoup de boîtes, notamment joaillerie, artisanat, dans le cuir, notamment, et avec pas mal de succès, on y reviendra. Merci d'être avec nous. Lionel Gouget, vous êtes partenaire chez Valtus. Bonjour Lionel. Mathieu. Merci d'être avec nous. Vous êtes un CFO de métier. Vous avez été CFO dans des entreprises, dans des dossiers qu'on connaît bien, que ce soit dans le private equity ou dans le retournement. On pourrait citer 5ASEC, on pourrait citer Bellambra, on pourrait citer Nextirawan et un peu avant encore le groupe Ersan dans les médias. Vous avez, au-delà de cette carrière de CFO, décidé de rejoindre Valtus, notamment pour porter avec Thierry Grimaud, qu'on connaît bien par ailleurs, la practice restructuring, réorganisation, que vous portez avec brio depuis quoi, 2 ans maintenant Lionel? 3 ans déjà, le temps passe vite. Ne rajeunit pas. Merci d'être avec nous. Donc le leader du management de transition avec un axe restructuring fort et un CFO qui vient porter la practice, et Éric Lefranc, donc un des grands investisseurs en retournement du marché. Première question, donc vous avez parlé pendant 1 heure, 40 minutes sur scène de ce sujet d'alignement des intérêts. Qu'est-ce qu'on doit retenir aujourd'hui? Parce que l'alignement des intérêts, c'est évidemment le point de départ d'un retournement comme dans la LBO classique, finalement. Ce n'est pas propre au restructuring, mais dans une période de crise, alors même que le vendeur n'est pas forcément totalement extérieur au problème, alors même que l'information en restructuring n'est pas forcément aussi claire et nette que dans un deal vanilla, que du coup la conviction est plus difficile à se faire. En tout cas, c'est vraiment... on est sur une conviction, sur une création de conviction, une construction de sa propre conviction bien plus complexe et avec beaucoup plus de toucher de balle peut-être que dans un Excel plus classique. Comment est-ce que du coup on arrive justement à cette conviction, à l'envie d'y aller, et à quel moment on pense qu'on va arriver justement à réaligner les intérêts avec des boîtes parfois un peu cassées, un management qui va rester lui, des fournisseurs, des salariés, des clients. Éric. Nous, les bases pour investir, ça va être d'être sûr de pouvoir. Ce qui nous importe le plus, c'est d'avoir une entreprise qui a un fonds de commerce qui va tenir, parce qu'en fait, et ça, il faut qu'on se fasse une conviction avec un savoir-faire particulier. Alors, généralement, en fait, dans le retournement, vous allez avoir 2 phases. Vous avez la première phase qui est vraiment la phase de stabilisation, de restructuration profonde, et après vous avez la phase de rebound. Ces 2 phases sont totalement différentes en fait. Dans la première phase, et là c'est différent si vous prenez un dossier en redressement judiciaire, ou si vous prenez un dossier in bonis. Dans un dossier in bonis, vous allez prendre l'entreprise et vous allez devoir faire généralement la restructuration sociale, vous allez récupérer tout le management et après j'aurais tendance à dire qu'il faudra faire le tri. Dans un retournement en redressement judiciaire, ça va aller très vite. Vous allez sélectionner les équipes, vous allez sélectionner les actifs que vous voulez, et en fait, au bout de 3 ou 4 semaines, vous serez juste avec votre équipe. Et vous devrez vous débrouiller. Alors, de manière générale, nous, dans ces dossiers de retournement, au démarrage, dans cette première phase, on n'y va pas seul. On envoie une équipe avec 2, 3 personnes pour pouvoir déjà donner de l'impulse, parce que vous allez avoir des gens très dépités, des gens qui vont être parfois contre vous, et donc du coup, et qui vont pas forcément être convaincus au début, et donc du coup, c'est bien d'avoir cet impulse et de réussir à, je dirais très vite, par la communication, mais aussi, c'est un management qui est quand même assez directif pendant cette période-là, parce qu'il faut donner, faut dire on y va, et emmener les gens. Sur la phase de rebound, une fois que vous êtes... Et cette phase, généralement, elle atteint pour moi jusqu'à ce qu'on arrête de manger du cash, globalement, et qu'on soit revenu à une situation de break-even, où là, on sort la tête de l'eau et on commence à se dire, c'est quoi la stratégie pour retrouver la croissance, la profitabilité? Et à ce moment-là, en fonction de la stratégie que vous serez portée, vous aurez fixée, vous allez généralement compléter votre équipe de management. Vous allez faire venir les bons talents par rapport à ce que vous voulez faire, et vous allez aussi promouvoir des gens, parce que souvent vous avez des pépites dans ces entreprises que vous allez pouvoir monter. Et là, la première chose, c'est
très clairement d'avoir une vision et de faire adhérer cette équipe à cette vision, cette stratégie. Et après, c'est de les intéresser. De les intéresser. Nous, on croit beaucoup à l'intéressement au capital. Et de manière générale, que ce soit les gens qui participent au retournement ou qui participent après au redéploiement de l'entreprise, on les intéresse fortement au capital de l'entreprise. Et alors, au-delà de ceux que vous allez faire venir à titre principal dans l'aventure, j'imagine que le management de transition dont on va parler dans un instant, c'est un outil que vous utilisez. Nous, de manière générale, en fait, on a nos équipes, c'est un peu des spécifications, un peu l'école Caravelle, c'est qu'on a une équipe de 7 personnes, dont par exemple Philippe, dont on a parlé tout à l'heure, donc des managers qui m'ont rejoint en fait au démarrage dans les années quand j'ai monté le Renaissance de 2014-2017 et qui ont pris des DAF et qui ont pris ensuite des DG. Donc c'est souvent ces équipes qui vont participer. Généralement, on va y aller à 2 ou 3. Si c'est nécessaire, on fera venir en effet des équipes de management de transition pour nous aider. Et ça peut arriver de temps en temps, en effet, dans certaines reprises, on a gardé des managers, mais dans d'autres reprises, on a gardé quasiment aucun manager qui était en place. Donc là, oui, en effet, on aura besoin de faire venir. Il faut se baquer un petit peu. Là, on aura besoin d'aide. Lionel Gouget, justement, sur ces 2 phases, que ce soit la partie vraiment donc stabilisation, restructuration forte ou rebond, le management de transition, dans les 2 cas, effectivement, trouve son intérêt. D'une part, pour être, vous allez l'expliquer, mais pour être vraiment à la manœuvre sur ces moments difficiles. C'est toujours bien, je pense, d'avoir un soutien dans ces moments-là. Mais également, lorsqu'on veut impulser une stratégie, le temps de trouver peut-être les bonnes personnes ou pour commencer à structurer avec quelqu'un qui est bien market practice sur une nouvelle équipe, c'est bien aussi de kick-off cette période de rebond avec un management de transition. Dans les 2 cas. On est bien d'accord. Effectivement, ces 2 phases dont on parlait sont très importantes et elles sont très différentes. Il y a effectivement cette première phase de restructuration profonde dans laquelle les compétences vont être beaucoup plus résistance à la crise, trouver du cash, couper dans les coûts, etc. Et puis cette deuxième phase qui va être de structuration, de redéveloppement, de relancer effectivement cette partie-là. C'est 2 éléments qui pour moi sont très très différents et dans lesquels la deuxième partie est plus facile à incentiver, y compris sur le long terme. C'est-à-dire qu'on va probablement trouver des managers de transition qui vont aider à cette partie de structuration, de développement au début, mais on va pouvoir aussi trouver des personnes qui vont s'inscrire dans la longueur et dans la durée par rapport à ce nouveau projet avec des management packages, etc. Dans la phase qui est la phase amont, c'est-à-dire celle dans laquelle on va être vraiment dans le dur du restructuring, là, on va être dans des phases sur lesquelles les équipes sont très souvent très chahutées. Une partie des équipes part ou peut partir dans ce format-là. Beaucoup de turnover, beaucoup de pression. Un environnement qui n'est pas commun, et y compris d'un point de vue résistance au stress. Et là, on va très souvent venir dans ce format-là, dans un accompagnement qui va être celui du j'aide à la restructuration, soit le CEO qui va y compris prendre le mandat social, dans des environnements qui ne sont pas évidents. C'est-à-dire qu'on intervient régulièrement aux côtés de CEO qui s'effacent le temps pour garder, par exemple, dans les environnements proches des vôtres, le côté créatif, le côté développement, etc. Et on va prendre un CEO qui va incarner la crise et qui va gérer cette partie-là, y compris le mandat social. On va intervenir avec des DAF, par exemple, qui sont des marins aguerris, qui vont prendre la position entre guillemets du cash, de la relation, de la communication, qui vont créer un lien de confiance dans un environnement qui va être très compliqué. Et la partie RH qui également va être très compliquée, puisqu'il y a à la fois le lien social, il y a à la fois d'éventuels PSE, des réductions d'effectifs, etc. Donc là, on est dans des phases sur lesquelles la durée de vie des managers est probablement plus courte, un savoir-faire qui est bien spécifique. Et comme on se le disait tout à l'heure, les personnes qui ont incarné la crise à un instant de raison sont difficilement les mêmes personnes qui vont réincarner le rebond derrière. D'où cette période sur laquelle on intervient dans les 2 phases, à la fois dans un premier élément qui va être de traiter, d'incarner la crise et de pouvoir passer pour pouvoir revenir hors d'eau dans l'EBITDA positif ou cash flow positif. Et puis après, éventuellement, favoriser la partie de structuration, le temps de trouver les équipes qui vont derrière dérouler, faire le run et remettre, effectivement, finir l'aventure du moins renouer avec cette aventure de croissance. Merci beaucoup Lionel. Est-ce que du coup, on entend sur le marché, chez Leaders League, au sein du groupe FICAD, on fait nos études de marché encore sur une base quotidienne et on parle beaucoup de restructuring. Le marché redécolle, le marché reste plutôt flat, en small, en mid, en large. On a effectivement une tension sur la conso qui vient derrière
vraiment provoquer des clashs là où il y a des boîtes qui réussissent à garder la tête un peu hors de l'eau. On a encore des boîtes zombies, on en est où là? Alors, pour moi, je sens une vraie accélération depuis quelques mois, on va dire depuis un peu avant l'été. Alors, si on reprend un tout petit peu de chronologie, on a eu la phase Covid, quoi qu'il en coûte, etc., sur laquelle ça a complètement anesthésié tout le restructuring. On a eu la phase post-Covid, sur laquelle on a eu beaucoup de transformations positives, etc., énormément d'achats et autres, avec un financement relativement facile à trouver. Et on a, depuis la partie ukrainienne, de la structuration. Donc avec resserrer les liens, moins de financement, retrouver effectivement les bons niveaux de reporting, de niveau de cash, de structuration, etc. pour se préparer avec d'éventuels gros temps. Et à cette période-là, on a eu une vague de forte de départ en termes de restructuring qu'on a peu vu passer nous côté Valtus parce que trop petit, très abîmé et avec des actifs qui passaient directement en liquidation. Depuis quelques mois, on a eu toujours des actifs très abîmés sur lesquels on intervenait malheureusement tardivement, c'est-à-dire qu'on était appelé dans les dossiers qui étaient quasiment à l'entrée du quai de Corse ou pas loin et sur lesquels on nous demandait vraiment au dernier moment d'intervenir. Et là, on commence depuis mai-juin à intervenir sur les dossiers sur lesquels on nous demande des chiffres restructuring, du turnaround opérationnel, de la recherche de financement alternatif et donc des leviers amont en termes de prévention. Même s'il reste évidemment des dossiers plus abîmés sur lesquels on va probablement passer sur des procédures collectives, enfin amiables ou collectives, mais on nous appelle plus en amont. Mais par contre, on vient sur des dossiers qui en ce moment sont des dossiers plus gros. On n'est pas encore sur à l'exception des gros qu'on a vu passer, etc., ou qu'on voit encore passer, mais on commence maintenant à être sur des actifs de 100, 150, 200, 300 millions, effectivement, sur lesquels on vient nous chercher sur effectivement des accompagnements du retournement dans ce cadre-là. Chose qu'on n'avait plus depuis pas mal de temps. Donc, et on le sait, on ne fait que le répéter dans nos événements, qu'ils soient de restructuring ou plus largement sur l'investissement. Plus les dossiers sont pris en amont, plus on se laisse le temps effectivement de trouver des solutions et on est moins le dos au mur. Merci Lionel. Éric Lefranc, côté investisseur, vous êtes de plus en plus sollicité ces derniers mois, vous avez un deal flow qui revient un peu? Oui, là en fait on sent quand même maintenant avec les sources de financement qui se tarissent et la conjoncture qui est un peu compliquée, on voit remonter le nombre de dossiers de défaillance. Alors nous dans les dossiers qu'on a regardés en redressement judiciaire, ce qu'on a vu sur les dernières années en fait c'était des dossiers qui arrivaient généralement, qui étaient quand même souvent assez abîmés, compliqués à piloter. Je pense que les techniques de prévoyance, en fait, les techniques et les solutions qui ont été mises en place, fait que quand les dossiers arrivent en redressement judiciaire, c'est quand même par contre particulièrement compliqué. Après, ce que j'ai vu aussi dans l'industrie sur les dernières années, sur par contre les carve-out, c'est des carve-out il y a beaucoup de dossiers qui sont partis in bonis avec des chèques, mais malheureusement des gens qui avaient pas pour vocation de les redresser. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé un petit peu. Ça va être pas l'industrie. Ouais, notamment dans le retail, il y a eu quand même, même si le retail a beaucoup souffert, on a eu quand même des groupes qui ont officié et qui très clairement n'étaient pas dans une volonté, qui ont pu prendre des chèques et qui n'étaient pas dans une volonté de remonter efficacement ces entreprises, quoi. Bon, en tout cas, toujours, mais de moins en moins, effectivement, d'acteurs de ce type qui en réalité polarise le marché et pas forcément avec une bonne visibilité, mais de moins en moins tout de même par rapport à peut-être il y a une vingtaine d'années, où effectivement le marché ne cesse de se structurer avec des associations comme l'ARE, comme d'autres associations, l'AIR notamment pour les investisseurs en retournement, effectivement, qui essayent de veiller au grain. Merci à tous les deux, merci infiniment pour votre présence. On vous donne rendez-vous évidemment l'année prochaine pour la 23e édition, et d'ici là, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure pour une dernière interview pour cette 22e édition du Private Equity Exchange. Merci à tous. Merci.